On va avoir deux montres, vues de loin, c'est les mêmes. Rolex est extrêmement attentif, ils ont une collection qui est pas gigantesque, mais qui est très bien segmentée. La plus belle montre que je puisse avoir, c'est cette fameuse montre où on la regarde tout le temps, mais on sait jamais l'heure. À l'époque, la demande était inférieure à l'offre, donc on pouvait discuter. Le lendemain, j'ai eu un coup de téléphone pour me dire, écoutez, on va faire un petit geste. J'ai eu une remise et j'ai eu la montre tout de suite. Nouvelle battle au sommet, digne d'une rencontre entre Obi-Wan Kenobi et le comte Dooku. Rolex Explorer 36 contre Rolex Oyster Perpetual 36. Les mauvaises langues diront, de loin, c'est les mêmes. Qu'en est-il quand on y regarde de plus près? Eh ben, on va faire beaucoup mieux. On va s'inspirer de l'avis de Jean-Louis qui possède les deux. Alors, est-il malvoyant ou clairvoyant? Les amis, prenez 2 secondes pour liker cette vidéo et vous abonner. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Ce programme vous est présenté par Dailyshoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Salut Jean-Louis. Bonjour Xavier. Eh oui, il a un petit air du comte Dooku, je trouve, ou c'est moi, un peu grisonnant. Je ne sais pas les amis, une battle fantastique. Vous avez compris qu'il y avait 2 toquantes. Moi je trouve qu'elles se ressemblent pas mal, mais j'ai peut-être des problèmes de vue. On commence avec laquelle? Laquelle t'as mis là? C'est l'Explorer 36. La Explorer 36, ouais, c'est une Rolex de pro ça. Ouais. Alors, on va commencer par l'essayer comme d'habitude. Je suis venu avec du vintage. Je l'avais pas mis depuis longtemps. Vous savez que la montre de l'année 2024, c'était la Porsche Design pour moi. Et là, c'est la Omega Genève avec un cadran 33 tours. T'achètes des 33 tours? Plus maintenant. Plus maintenant. Il n'en achète plus, peut-être il en a à vendre. Il les vend 5 balles, des trucs extrêmement rares. Si on veut des bons disques, on va chez Jean-Louis. C'est bon, il arrive à la mettre. Peut-être que je vais la mettre, pas sûr. Tu l'as acheté quand alors celle-là? Alors celle-là, je l'ai achetée il y a un peu plus d'1 an. Ouais. Sachant qu'en fait ma première belle montre entre guillemets, c'était déjà une Explorer. Mais pas la 36. Et non. En fait, quand je me suis intéressé aux montres, j'ai cherché la montre idéale pour moi. Ouais. Et je cherche, et puis tout d'un coup je vois l'Explorer 36 à l'époque. Et je me dis, c'est vraiment celle qu'il me faut. Et au moment où je me décide, en fait, c'était l'année où il passe la 36 en 39. Ouais. Sachant qu'à l'époque, je n'osais vraiment pas acheter d'occasion, etc. Peur de me faire arnaquer. Et donc, je suis parti sur la 39. Et en plus, c'est la 39 qu'on dit MK1, donc avec les aiguilles qui étaient finalement beaucoup trop petites pour le format 39. Ça la rendait un peu particulière. Bon, j'ai adoré cette montre puisque je l'ai gardée presque 13 ans. Si MK1, ça veut dire qu'il y a eu une 39 MK2 qui est actuellement au catalogue, ou pas? Non. Oh là 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 là, ça y est, on est perdu les amis. Elle n'est plus au catalogue, elle a été remplacée par la 40 mm. Sachant que la MK2, les aiguilles ils avaient remis des aiguilles plus grandes, avec une luminescence totale et qui était bleue. Ok, alors attends, on va revenir là-dessus les amis, parce que j'ai l'impression que c'est comme l'histoire de la Rolex Oyster Perpetual, il y en a dans tous les formats, de toute génération, de toute finition. Là, l'idée en fait, c'est moi j'aime bien parce que ça vous chauffe un peu, ça fait longtemps que j'ai pas chauffé Rolex fan. Je me suis dit, Jean-Louis, il va prendre grave. On va avoir 2 montres. Certes, cadran pas de même couleur. Quoique, j'imagine que celle derrière, voilà. Vue de loin, c'est les mêmes. Vous et moi, on sait que c'est pas les mêmes du tout. Mais vue de loin, c'est les mêmes. Donc là, l'idée, c'est comment on va essayer de, ensemble, progresser pour vraiment les différencier. Donc là, avant que tu nous parles de l'ancienne que tu avais, parce que là, on n'y comprend plus rien. Donc, Rolex Explorer 36, c'est la 36. C'est celle qui est au catalogue actuellement. C'est la toute dernière, la 36, qui est sortie en 2020 ou 2021. Et quand j'ai vu qu'effectivement, il l'a ressorti en 36, là, je me suis dit... Donc l'autre, tu l'avais vendu? Alors... je l'ai vendu il y a 1 an, un peu plus d'1 an en fait. Qu'est-ce qui n'allait pas sur cette montre? La 39 ? Ouais. En fait, je l'ai adorée puisque j'ai gardé 13 ans. Mais déjà à la base, c'est une 36 que je voulais. Et j'ai toujours trouvé que la 39, elle était un peu disproportionnée en termes de cadran. En plus de ça, effectivement, j'avais parlé des aiguilles qui étaient un peu courtes. Et puis, moi, quand j'ai vu cette 36, très sincèrement, je suis conquis déjà parce que le cadran, pour le coup, c'est du laqué noir. Alors que les anciennes Explorer, c'était du noir qui était plutôt mat. Et là, c'est un... Attends, ancienne Explorer, celle que tu avais ou Celle que j'avais. Ok.
Toutes celles d'avant. Ok. C'est la première fois qu'ils ont mis un laqué noir, le laqué noir professionnel qu'il y a sur les Submariner ou les GMT. Ok. Et comment tu qualifies le cadran noir d'origine de la première Explorer 36, la toute première? La toute première, Ouais. Je me demande peut-être que tu as peut-être raison. Je pense que. Ils nous diront, les amis, les spécialistes. J'ai regardé la dernière fois, en photo bien sûr, et je me demande s'il n'y avait pas un peu un côté laqué aussi, peut-être. Ok, donc en fait, ça veut dire que pendant 13 ans, tu avais une petite graine qui te disait je suis content de ma montre, je l'ai, etc. Mais finalement, j'ai pas acheté celle que je voulais. Déjà, moi, l'Explorer, c'est vraiment la montre, c'est la montre pour moi, selon moi. Oui, effectivement, je me suis toujours dit, je trouve que la 36, elle est plus jolie, elle est plus... je trouve que le cadran est beaucoup mieux habillé, il y a moins d'espace, et puis je la trouve super confortable. En réalité, c'est ça qui m'a conquis. Si je réussis à la mettre au poignet, j'ai pas utilisé, il y a un réglage fin ou pas là-dessus? Tout à fait, ouais. Tu peux me l'agrandir Bien juste sûr. d'un cran, s'il te plaît? Ouais. On appelle ça comment le réglage fin sur ces Rolex là? Alors là, c'est Easy Link. Easy, ouais. Easy Link, je crois. Ouais, ok. Ouais. Ah bah là, ça me va mieux. Ouais, c'est Là, vrai. tu t'es à risque. Là, tout d'un coup, tu es à risque. Là, hein. Là, ça commence à chauffer pour lui. Mais, pour moi, puis après on s'arrête, parce qu'en fait, pour moi, on s'en fout. Je veux dire, c'est pas la montre, c'est pas ma montre, tu vois. Pour moi, c'est un peu petit. Mais d'un autre côté, je peux la passer avec ton réglage, donc on va dire qu'à peu de choses près, on a en tout cas en dimension, un bracelet similaire, peut-être en forme qui est différent. Moi, je la trouve un peu petite, mais donc toi, moralité, c'est vraiment ton format, puisqu'après, on va voir une OP36. Ouais. Est-ce qu'il y avait aussi, dans cette OP39 que tu avais, un peu de « Ah, elle est un petit chouïa grande » ou pas? Ouais. En fait, ce que je trouve, c'est... en fait, je vais jusqu'au format 40. Moi, voilà. Après, j'ai l'impression d'avoir une pizza sur le poignet. Mais je trouve que sur une montre ouverte, ce que j'appelle ouverte, et donc pas une plongeuse, etc., je trouve que 36, c'est la taille idéale. Pour mon poignet, certainement, mais même sur des gros poignets, je trouve que c'est mieux équilibré. Après, c'est que mon point de vue. Donc, et en plus, c'est ultra confortable. Et je trouve que ça se démarque justement d'une montre beaucoup plus sport ou professionnelle qui va être un peu plus grosse. Et oui, moi je la trouvais, au final, je la trouvais moins équilibrée que la 36. Ouais. Alors, comment s'est fait le processus? T'as vendu la 39 pour financer la 36? Oui, tout à fait. Donc, ta 39, tu l'avais achetée neuve à l'époque? Ah ouais. Je peux même te... Comment ça se passait à l'époque pour acheter une tocante? Tu rentrais dans la boutique, tu disais bonjour, tu négociais une remise et tu repartais avec? Eh ben, tu sais quoi? Ouais. C'est ça? T'es même pas rigolo, c'est exactement la vérité. Donc en 2010? Exactement. C'était à Nantes. Attends, mais faut qu'on y retourne. Non, là, ça fonctionne. Chez Prieur à Nantes? Oui, c'est... Chez Prieur, il y a des réductions, les amis. Non, il y avait des réductions il y a 15 ans. Ouais. Et c'est fini, ça. Le monde a changé, c'est un truc de fou. Hein. Les deux montres que j'avais élues, c'était la 39 et l'Aquaterra. L'Aquaterra Omega, que je trouvais magnifique aussi. Ouais. Que tu as encore ou pas? Non, j'hésitais entre les deux. Ah, pardon, excuse-moi. Ouais, okay. Et donc, je me lance sur l'Explo. L'Explo 39, il l'avait en vitrine. Donc, je me dis, ok, elle est dispo. Et là, j'ai quand même demandé une remise. À l'époque. Mais la personne me dit, écoutez, je vais voir avec mon patron, etc. Le lendemain, j'ai eu un coup de téléphone pour me dire, écoutez, on va faire un petit geste. Je ne veux pas raconter d'histoire. Je ne sais plus si c'est 10%. Mais en tout cas, j'ai eu une remise et j'ai eu la montre tout de suite. Non, mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Non, mais là, ce qui est à retenir, tu es d'accord avec moi, que là, le sujet, c'est le commerce. À l'époque, la demande était inférieure à l'offre. Donc, on pouvait discuter. Après, il y a des commerçants qui discutent moins d'autres. Mais le boulot d'un commerçant, à un moment ou autre, c'est de se dire, bon, alors, si je lui fais une remise, je suis sûr qu'il la prend. Si je ne lui fais pas, il ne va pas la prendre. Et est-ce que je suis serein pour la vendre facilement plein tarif derrière? Si la réponse est non, mécaniquement, ils te font une remise. Aujourd'hui, le paradigme a changé. A changé. Il a complètement changé. Puis là, peut-être que les choses sont en train de peut-être se normaliser. On l'a vu avec Vivien ces derniers temps et ses Tudor. Ok, donc ça a complètement changé. 14 ans après, 13 ans après, tu la vends, la 39. Alors, comment tu la vends cette fois-ci? Alors, je la vends à Lille, chez Time
Connection. Ouais. En fait, c'est la boutique de Lepage, mais pour le vintage et l'occasion. Ok. Donc je passe par eux parce que sur la Grand Place là, tout à fait. C'est ça, ouais. Je passe par eux parce que déjà j'aime pas trop en fait. Déjà je me vois pas me vendre une montre sur le Bon Coin. Sur Chrono 24, voilà, je l'ai fait une fois pour une Tudor. Voilà. Et puis je me suis dit quelque part, il y avait une idée derrière ma tête, c'était aussi de continuer un historique avec eux parce que j'avais une idée derrière la tête. Ah, ok. On y reviendra après. Un stratège. Voilà. Et donc je l'ai vendu chez eux, sachant que je l'avais à l'époque pas payé, j'avais payé peut-être 4008, puisque j'avais eu de la remise, etc. Et je l'ai plutôt bien revendu. J'aurais revendu plus cher si ça avait été, si je l'avais vendu moi-même. Ouais, mais ça, ils se prennent une marge, etc. moralité, tu as pris un markup sur sur cette revente. Ouais. Cette structure de Lepage à Lille, ils te l'ont racheté ou ils te l'ont pris en dépôt-vente? Dépôt-vente. Dépôt-vente. C'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas acheté, ça a été... Ok, donc ça c'était il y a un an et demi. Oui, exactement. Alors les amis, vous avez vu que depuis le 1er janvier 2025, si vous allez chez ce type de revendeur, pour la revendre, pas en dépôt-vente, soit vous avez la preuve d'achat et vous faites une plus-value, et auquel cas vous devez remplir un document pour déclarer votre plus-value et payer la flat tax de 30% sur la plus-value qui est faite. Si vous n'avez pas la possibilité de justifier quoi que ce soit, eh bien, celui qui vous la rachète doit vous prélever en fait 6,5% du montant qui vous rachète, justement parce que vous faites une plus-value. Donc vous avez acheté une toquante à 5 000, vous lui revendez 10 000, lui va la revendre 12 000. Sur les 10 000 qui vous reprend, il vous enlève 6,5 qui va payer au fisc, qui correspond en fait à, puisque vous ne pouvez pas démontrer la plus-value ou la moins-value, c'est une taxe là-dessus. Les amis, on était taxés sur beaucoup de choses, et bien maintenant on est aussi taxés là-dessus, c'est la life, mais en tout cas, faut le savoir. Donc tu l'as revendu, et derrière, ta strat, c'était d'avoir la 36 chez Lepage? Non. Ou c'est en... Ouh là là, purée, mais ça va rebondir dans tous les sens. Alors, tu as acheté où alors? Alors, tu vas voir. Donc, je revends donc la 39, et là, pour le coup, l'Explorer, c'est une montre qu'il faut toujours que je jette. C'est-à-dire que je ne peux pas attendre, me mettre sur une liste d'attente, ça m'est pas possible. Voilà, ça c'est... bon, voilà, c'est l'Explorer, ça a été ma première montre. Laisse-moi regarder ça, je vais voir où est-ce qu'il est complètement fou là-dedans, pour regarder précisément ce bazar. Ouais, je vois... Ah, il y a 2-3 trucs qui me disent qu'effectivement, c'est un peu un malade mental de collectionneur de montres. Hein. Donc tu peux pas ne pas avoir d'Explo. Ouais. Ça a été ma première belle montre, entre guillemets, et c'est vraiment, moi, c'est la montre qui m'incarne, et je suis à la maison quand j'ai cette montre. Donc mais comment t'as fait alors? Alors, comment j'ai fait? En plus, j'avais vendu aussi une Tudor, une Black Bay bleue, 58, et donc j'avais les finances, l'Explorer 36 étant à 7 600 €. Neuf, okay. Voilà. Je me suis dit, ok, je vais payer mon impatience, mais donc l'acheter chez ce qu'on appelle un gris, ou du moins, voilà. En secondaire, oui. En secondaire, neuve. Sachant que j'ai intégré aussi, alors je l'ai payé 8 300 chez un revendeur, la 36 au lieu de 7 600. Voilà, je sais que c'est plus. Sachant que je me suis aussi dit que, alors d'une part, j'avais pas envie d'attendre, d'autre part, j'étais pas sûr de l'avoir même au bout d'un an. Bien que maintenant c'est un peu plus rapide sur une Explo 36, mais je me suis dit chaque année il y a une tarification qui change, donc elles prennent, allez, on va dire 300 balles. Donc finalement, le plus que j'ai payé par rapport aux revendeurs à des tarifs catalogue, voilà, j'ai senti que j'étais plutôt à l'aise avec cette décision. Et là le sujet c'est pas de savoir exactement, sauf si tu veux le dire, on peut imaginer que le markup que tu as pris sur l'Explo 39 était supérieur aux 600 € de plus que tu as payé. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. En plus, c'est intéressant. Ouais. Ça me fait penser mécaniquement à une éternelle question quand même. Enfin, une éternelle question où il y a plein de forums qui en parlent. Alors, j'ai pas les références, sinon je vous les communiquerai, bien évidemment. Il y a quand même toujours un sujet de fond, c'est la position de l'Explo 36 dans la gamme professionnelle. Est-ce que ça en est une? Est-ce que ça n'en est pas? Est-ce que si? Est-ce que ça? Etc. Mais qui explique que finalement, dans la gamme pro, si on regarde l'écart, même si ça évolue, et puis vous savez que c'est pas ma spécialité, tu le sais, etc. Mais si on regarde l'écart entre le neuf et le gris,
l'écart sur l'Explo 36 est beaucoup plus petit que sur une Submariner Exactement. ou une GMS. Ouais, exactement. Quelle lecture t'en as, toi, qui est un aficionados de cette Explo? Alors, la lecture par rapport, il y a peu de différence de prix? Bah oui, et puis pourquoi c'est une pro sans être une pro En fait, on a l'impression qu'elle est perçue comme une pro parce qu'elle est dans la gamme pro d'un point de vue commercial chez Rolex. Et puis, c'est vrai que quand tu la regardes comme ça, tu te dis, qu'est-ce qu'elle a de pro, quoi? Elle a des choses de pro. Alors, si, elle a le maillon de sécurité, là, le truc de sécurité. Justement, il y a 3 choses qui va se différencier et qu'elle a en ADN Pro. Justement, encore plus aujourd'hui, c'est son cadran noir laqué. Ouais. Et ça, c'est vraiment l'ADN Pro. D'autre part, tous les index et les aiguilles, c'est les aiguilles professionnelles, de la Submariner, de la GMT, etc. Ouais, mais pas les index. Là, on a des index bâtons de Datejust. Tout à fait. Oui, mais par contre, tu as le 369. Ok. Voilà. Okay. Et la dernière chose, quand même, c'est sa lecture et la luminescence bleue. La lecture de l'heure, pour moi, c'est la montre à donner aux enfants pour lire l'heure. C'est-à-dire le 369 permet visuellement à l'œil de très vite s'y reconnaître sur le cadran. Donc si on veut jouer aux soldats, c'est la bonne montre. Jouer aux soldats. Pour les enfants. Oui, exactement. Mais non, moi je pense que c'est une vraie pro, dans le sens, effectivement, en plus le bracelet il est sécurisé par le fermoir est sécurisé. Ouais. Et moi j'irais même plus loin, on la vend, et son histoire c'est l'exploration. Je le comprends assez en fait, parce que moi si on me dit, écoute Jean-Louis, tu pars 1 an, crapahuter, aller dans plein d'endroits, je pense que c'est la montre que je prendrais, parce que moi j'ai pas envie une fois de plus de me balader avec un pavé sur le poignet qui va être lourd à la fin. Par contre j'ai envie d'une montre où je lis très vite l'heure, qui est légère, qui est hyper confortable, qui est sécurisée pour son bracelet, et donc je partirai là-dessus. Donc pour moi c'est quand même une vraie professionnelle. Ouais, attends, loin de moi de dire que ça n'en est pas une, etc. Parce qu'en fait, c'est pas mon propos. Ce qui m'intéresse, c'est l'incertitude, c'est la confrontation des idées. Mais tu vois, dans ce que tu dis, je parle au bout du monde, du truc, du machin, etc. Comme ça, j'amène un peu de vintage aussi dans la discussion. Tu pourrais prendre une Explo 2 en 39, les toutes premières, dites Frexion. Ouais, elles sont magnifiques. Et là, tu es en petit format. Ouais. Qui correspond à ce que tu recherches. Tu as dit maximum 40. Et là, tu as 2 lectures, une aiguille 24 heures. Il n'y a pas une étanchéité. Donc là, toi, tu parlais de partir de l'autre bout du monde, mais pas pour crapahuter plus que ça. Tu vois. Ouais. Est-ce qu'on n'ajoute pas là-dedans toute une dimension émotionnelle, passionnelle, liée à l'histoire, à la communication qui est donnée? Rolex est très très bon sur sa com là-dessus, puisqu'en fait, ils disent jamais, d'ailleurs ils l'ont jamais dit, les amis, que Edmond Hillary et Torksen, son Sherpa, étaient montés sur l'Everest avec, mais que c'était une façon de les célébrer, et comme ils les avaient sponsorisés avec d'autres modèles, c'est bien fait, mais dans l'inconscient, c'est quand même la montre de cet exploit. Alors, moi, quand mon choix s'est porté la première fois sur l'Explorer, je vais être très sincère avec toi, je trouvais cette montre magnifique. Ça fait 20 ans que je m'intéresse aux montres. J'ai pas la même connaissance que j'ai aujourd'hui. Mais sincèrement, le storytelling de l'Everest, etc., je le connaissais pas. Et c'est pas ça qui a fait que... C'est pas du tout le marketing. Pour le coup, je le pense sincèrement, et surtout à l'époque où il était moins mis en avant. Et puis attends, non, j'allais dire une connerie, mais si quand même, on va dire que le plus grand des terrils à Lille, il va pas aussi haut que l'Everest quand même, quoi. Non. Mais tu l'avais pas la première, tu l'avais pas acheté à Lille, tu l'avais acheté à Nantes. Nantes, ouais. Ouais, Nantes. Ah ouais, le mec, il a fait le tour de France. En fait, il va aller habiter là où il y a des AD sympas, et on donne le bonjour aux équipes de prieurs et de... Très sympa. Très sympa là-bas. Et de Lepage. Donc, moralité, tu l'achètes sur le gris. Ça, c'était il y a donc 1 an et demi. Ouais, c'est ça. 1 an et demi. Ouais. Et là, moralité, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit enfin, tu t'es dit putain, c'était vraiment celle-là. Tu vois, parce que... Total. Ouais. Ah, mais vraiment total. Alors, et pour acquis de conscience, j'avais essayé chez Lepage la 40. Ouais. Le nouveau modèle 40, qui est très joli, qui est plus joli que la 39. Déjà parce qu'une fois de plus, son cadran noir laqué. Il y a quelque chose de beaucoup plus joli, mais on retrouve un poids que je connaissais, qui était bien supérieur à celle-là. Enfin, à celle-là. Et puis, moi, je trouve qu'à chaque fois, il est un peu disproportionné, ce cadran. Et que, voilà. Donc, déjà,
Pour acquis de conscience, j'avais fait ça. Et alors, quand je l'ai eu, la montre, elle cochait toutes les cases. Il y a une chose au début qui m'a un peu... je me suis dit, ah tiens, c'est vrai que le bracelet est un peu plus fin que sur les anciens modèles 36, et même une 36 OP ou Datejust, il est un tout petit peu plus fin. Et ça, au début, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Et je m'y suis fait au bout de 3 jours. Et après coup, je me suis dit, j'ai compris pourquoi ils avaient fait ça. C'était pour se rapprocher de la Rolex, la 36 l'Explorer, la première, la 10-16, je crois, c'est la bêtise. Je crois, ouais. Voilà, et qui était effectivement fine comme ça avec le bracelet. Donc ça, j'ai compris ça. Et puis j'ai compris aussi qu'ils avaient retravaillé la boîte pour finalement la rendre professionnelle comme toutes les professionnelles qui sont souvent en biseau. Ouais. Et donc en fait, tu remarqueras qu'elle part vraiment en biseau et ça fait ressortir vachement plus le cadran et la boîte. Et donc j'ai vraiment compris toute la démarche. Et vraiment, donc ça veut dire tout ce que tu me dis là, attention, je vais chauffer, hein, c'est opposable à tout ce que tu vas nous dire sur la OP36. Peut-être. En tout cas, tout ce que je te dis, c'est que vraiment, quand je l'ai eu tout de suite, vraiment, je suis tombé, je sais pas si on peut dire ça, mais tombé amoureux de la montre. Mais tu l'étais déjà. Je l'étais déjà. En fait, c'est ton aventure continue avec la Rolex Explorer. Ouais, c'est vrai. Mais c'était tout ce que j'attendais en fait de l'Explorer, et je trouve que c'est la plus belle version de l'Explorer 36, vraiment. Et aujourd'hui, je te dirais même que, tu vois, je t'ai parlé du bracelet au début, je me suis dit tiens, il est un peu plus fin. Je te dirais qu'aujourd'hui, c'est aussi ça que j'aime bien. Voilà. On se régale les amis, avant qu'on découvre et qu'ils nous disent plus, et bien évidemment on va les comparer, la Rolex OP Oyster Perpetual 36 cadran vert, je lance le 60 secondes chrono. Oh là là. Là j'ai essayé de te préparer des questions qui vont te mettre dans l'embarras, mais il faudra y répondre, je ne sais pas si elles sont réussies ou non. Qu'est-ce que tu regardes en premier sur une montre? Cadran. Tu es plus speed ou Daytona? J'ai la speed, mais... Daytona. Tu aimes les marques japonaises? Grand Seiko, je trouve ça magnifique. Tu préfères acheter neuf ou d'occasion? Neuf. Ta marque préférée? Trop dur. Est-ce que tu considères une montre comme un bijou? Oui. Ta complication préférée? Est-ce qu'on peut dire seconde? Si tu veux. Remontage manuel ou automatique? Automatique. La montre préférée de ta collection? Explorer 36. Expérience boutique ou solitude digitale? Les deux, mon capitaine. Quelle est la prédiction des nouvelles Rolex cette année pour toi? Peut-être une Explorer blanche. Je crois qu'il y a aussi une... Non, je crois qu'il y en a une qui va ressortir, que j'aime pas trop d'ailleurs. C'est celle avec la seconde, la Milgauss. La Milgauss? Ouais. Ok. Intéressé par les micro-marques? Ah oui. Tu veux en citer une? Serica. Bracelet cuir ou bracelet acier? Acier. Moonswatch ou pas? Ah, pas du tout. C'est ton truc, les horlogers indépendants? Oui. Une montre tout en or, c'est too much? Pour moi, oui. Ta prochaine montre? Panerai Luminor 40. S'il ne devait t'en rester qu'une dans ta collection? La même réponse. Eh oui, le modèle de tes rêves. Ah tiens, c'est intéressant ça. Aquanaut. Patek Philippe Aquanaut, le modèle de ses rêves. C'est un aficionados de Rolex sur les 36 mm. J'ai noté plein de choses intéressantes sur lesquelles on va rebondir. On enchaîne sur la suivante. Pendant que je la prends, jette un œil si tu veux te régaler pour regarder ton Explorer 36 en grand format. Je la prends ici. Elle était dans la pochette, mais elle n'est pas cachée. Je vous ai dit de quoi il s'agissait. Donc là, on a... Ah, c'est pas très plaisant, on voit tous les pets. Ah, comment ça, il y a des pets? Ah, il y en a quelques-uns. Non, mais il y a des pets que t'as mis. Oui. Ah oui, donc là, Rolex Oyster Perpetual 36. Donc là, c'est vu de loin très similaire, vu de moyennement près, pas du tout. Et quand on se rapproche, alors là, si tu regardes avec la loupe, ça n'a rien à voir entre le logo, les index, le chemin de fer des minutes. La boîte est quand même assez proche, entre guillemets. Bracelet très similaire, très différent au niveau de la boucle. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait alors que tu as celle-là et quand tu regardes les deux, là on se dit, il a un problème. Est-il malvoyant ou alors clairvoyant? Je suis sûr que tu vas me dire que tu es clairvoyant.
Et oui. Ah oui. Et nous, on va essayer de s'assurer quand même qu'il a une bonne vue. Ça, c'était le projet que tu avais quand on parlait tout à l'heure? Oui, tout à fait. Ouais. Mais comment ça se fait que tu avais ce projet-là alors Alors, en 36 ou pas? 36. Ah ouais. Tu t'es pas dit, ça se ressemble quand même vachement? Non. Donc, on revient un petit peu à la genèse, mais chez Lepage, je vends ma 39. Ouais. Et là, je dis... Ah, t'as vu, là, il n'y a pas eu besoin de la régler. Ah ouais. Bah, elle me va bien direct. Elle est un peu plus loose, je la porte un peu plus loose, celle-là. Ouais. Et donc... Il y a une raison à ça ou... Non. Ouais. Alors, en fait, elles sont pareilles, mais au final, je pensais qu'en enlevant juste un maillon à 12 heures, j'allais retrouver le même réglage que celle-là, pas du tout. Donc là, il n'y a aucun maillon d'enlevé, par contre, elle a été réglée de l'autre côté, elle a été resserrée par les quelques points d'ajustement, en fait. Ok. Donc celle-là, elle a tous ses maillons, celle-là, elle a un maillon de moins. Donc tu vois, déjà, c'est pas... il y a déjà une différence. Je suis pas sûr de l'avoir vu, la différence, mais il va falloir que je regarde. Non, ce que je vois tout de suite, mais tu sais que je suis un malade mental des bracelets acier dans leur diversité, leur truc, et c'est un truc que je regarde souvent, les boucles, etc. Et là, en fait, je suis assez surpris de voir un bracelet pro beaucoup plus fin qu'un bracelet pas pro. Ouais, exact. C'est assez bizarre. Est-ce que c'est un choix industriel? C'est un choix d'usinage? J'ai un peu de mal à me dire que c'est un choix esthétique. Si. C'est un choix esthétique? Oui, parce qu'ils ont décidé sur l'Explorer, ils ont décidé de passer de 19-14. Ouais. Alors que celle-là, elle est en 20-15. Et donc, fatalement, tu vas retrouver un fermoir plus petit, plus fin. Ouais. Oui. Mais il est fin, mais par contre, il est ultra costaud. C'est ça qui est génial. Il sent vraiment la qualité, quoi. Il est un peu plus épais que sur l'OP36, par exemple. Celui-là aussi, il est bien, mais évidemment, il est moins sécurisé. Voilà. Mais est-ce que... Moi, j'ai envie de te dire, j'y crois pas, moi, à ce choix voulu. Je veux dire, très clairement, ici, ce serait plus fin, ça irait beaucoup mieux. Moi, ça, c'est mon point de vue esthétique, sans que ce soit ma montre. D'accord. Par contre... À force d'avoir des invités sur des Rolex en tout genre, on est à 250 avis, dont les tiens, dont ceux de Jean-Louis sur la plateforme. Sur Rolex Tudor, on est je crois qu'on a dépassé les 200, je suis pas sûr. Omega Seiko, on n'est pas loin des 300, etc. Donc je vous remercie beaucoup les amis, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de raconter votre montre en fait, et de dire pourquoi elle vous plaît, et ça donne des idées, puisque ce qu'on fait tous les deux, et on s'adresse à vous en fait, c'est d'essayer de progresser collectivement avec des tranches de vie. Voilà. Et des tranches de vie, c'est pourquoi le comment je suis allé à cette montre. Et moi, je suis plutôt tenté de me dire, je te dirai un truc lié à une montre perso, que Rolex est extrêmement attentif, et c'est là où en fait ils ont une collection qui n'est pas gigantesque en fait en choix, mais qui est très bien segmentée. C'est que justement de s'assurer qu'on puisse pas se dire, c'est là où je challenge un petit peu, que finalement quelles sont les différences entre les deux, il n'y en a pas tant que ça, et mettre un système de sécurité là et là pas les mêmes dimensions, tout ça, ça alimente la segmentation des deux produits. Et pourquoi je te parlais d'un truc perso, c'est que j'ai offert une Rolex à ma femme il y a quelques années, une Oyster Perpetual 34, d'accord, très bon. Avec le 369. Donc en fait, quelle est la différence entre cette Oyster Perpetual 34 et ton Explo 36? Là, à peu de choses près, il y a deux différences. Les aiguilles, mais bon, ok, pour nous c'est flagrant, mais pour quelqu'un qui n'est pas dans le sujet, c'est pas flagrant. C'est l'index pyramidal inversé à 12 heures versus un logo en applique. Sinon, c'est très très proche. Je pense que Rolex est vraiment très attentif, et ils ont raison en fait, de faire que chaque montre finalement, quelles sont les différences? Voilà la liste. Qu'on les ait pas forcément vues, why not? De toute façon, c'est une affaire de détail, l'horlogerie. Tu vois, donc toi, tous ces détails, t'en es tellement conscient que t'en voulais deux. T'en voulais deux. T'étais intéressé par les deux. Alors tu voulais la verte ou pas?
Oui, oui, vraiment. Et donc, quand j'ai vendu l'Explorer 39, je me suis dit aussi, puisque c'était chez Lepage, j'ai dit j'aimerais bien être sur liste d'attente sur l'OP 36 verte, sachant que je sais, là, pour le coup, alors déjà, elle se vend, alors c'est un peu redescendu, mais on pouvait monter jusqu'à 10 ou 12 000 balles quand même, enfin 12 000 euros. Et là, je trouve ça complètement ridicule de mettre ce prix-là sur une montre qui coûte à la base 6 500. Mais il y avait un tel engouement sur les couleurs. Attends, une OP36, ça coûte 6 500 ? Ouais. Et alors attends, une Datejust, ça coûte combien ? Je pense, de base, ouais. Je pense. Je parle pas avec la lunette cannelée, juste la lunette. C'est pour ça, de base, je pense, peut-être. Ok. Donc toi, quand t'es allé chez Lepage, t'as dit, est-ce que je pourrais être en liste d'attente ? T'as pas dit, est-ce que vous avez une OP36 verte ? Non, mais ça, non. Ça, on le sait, c'est pas... Non. Mais c'est lunaire, ça, quand même. C'est lunaire, oui, mais on le sait. Non, mais quand je dis c'est lunaire, ce que je veux dire, c'est que bravo à eux, c'est le boulot de Rolex qui fait ça. Ce que je veux dire, c'est que l'Oyster Perpetual, ça existe depuis des années. On pourrait remonter, en fait, au Air King, non labellisé Air King, où il y a eu plein de noms sur la Air King avant qu'ils relancent la Air King, en fait. Mais c'était un peu ce modèle-là... qu'on peut qualifier finalement d'ancêtre de la Oyster Perpetual. C'est une montre qui n'a pas d'ADN historique, qui n'a pas participé à d'exploits, c'est pas une montre d'aventurier, elle n'est pas dans le segment professionnel, c'est juste une belle montre simple, 3 aiguilles sans date. Réussir, tu vois, c'est quoi son ADN alors ? Je vais rebondir quand même sur ce que tu dis, qui m'étonne un peu. C'est ça le challenge. La principale ADN, c'est que c'est la première montre Rolex en réalité. L'Oyster, c'est la première qui est sortie. Je crois de mémoire, c'est 1926. Je suis pas d'accord avec ça, mais on va se régaler, tu vas voir. Non, mais je suis d'accord sur le fait que c'est vrai. Ouais. D'accord, mais si c'était ça, et d'ailleurs ça moi j'ai jamais compris, la Rolex que tout le monde devrait s'arracher, mais tout le monde, c'est la première Oyster, avec les anses soudées, celle qu'avait Mercedes Glaise, suivie des bubble back, qui sont en 32, ça cote rien. Tu marques un point. Et c'est sidérant comme truc. Ce que je veux dire, c'est que c'est ni la Datejust, la montre ultime, truc machin, etc., avec le Cyclope qu'on reconnaît, c'est ni la Submariner, Cousteau, les plongeurs, la Comex, le truc, c'est pas la Daytona, chrono ultime, probablement le plus désirable, chrono super flin, assez plat, bien qu'il soit automatique, etc. Tu vois. Et c'est le pendant non pro de la Yacht Master. La Yacht Master, ça coûte que dalle. Enfin, ça coûte que dalle. Ça reste très cher. D'accord ? Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une montre où tarif catalogue, elle est à 8 000, 9 000, et puis il faut mettre 14 000 sur le marché gris. Je m'étonne du fait que la puissance marketing de l'Oyster Perpetual est faible en soi. Et là, c'est fantastique, parce qu'ils ont démarré avec des cadrans pastels. Après, ils sont allés sur des trucs shiny, ça a continué à prendre. Après, ils sont venus sur des trucs délirants type célébration. Tu vois ? Et c'est un truc de fou. Toi, tu voulais le verre Rolex. Ah ouais. Vraiment, je la trouvais mais magnifique. Alors, les choses que j'aime beaucoup dans cette montre, c'est le cadran, une fois de plus, qui est laqué. En fait, moi, j'aime beaucoup les cadrans laqués. Je trouve ça magnifique. Alors, les cadrans ensoleillés, c'est très sympa aussi. J'ai l'impression qu'on s'en laisse peut-être un peu plus. Et puis, ce que je trouve incroyable dans cette montre, c'est que, en fait, il est laqué, donc normalement, il devrait moins changer de couleur avec le soleil, etc. Et c'est pas du tout le cas. C'est vrai ? En été, c'est un vert qui devient assez clair, assez hip-hop. C'est super sympa, bien bronzé, t-shirt blanc. Bon, moi, je mets très peu de couleurs, mais justement, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans cette montre, c'est que c'est une couleur, c'est un vert qui est très classe et que ça met justement un petit coup de couleur sur mon côté assez... moi je mets pas trop de couleur. Il est habillé comme moi, on est habillé avec des pompes de jeunes, mais on est vieux, donc en fait... Mais tu remarqueras que j'ai mis des chaussettes vertes. Ah ouais, non mais tu sais quoi, je le dis parce que je l'ai vraiment pensé, j'ai failli faire une punchline à 2 balles ou pas, c'est vous toi qui m'aurais dit, c'est que voilà, et moi j'ai quelques chaussettes de couleur, c'est le seul truc où, moi j'aime pas qu'on me regarde pour les fringues et tout ça, on a tous nos problèmes les mecs, tu vois, et donc soit vous achetez des chaussettes de couleur à 30 € les 3 paires, ou alors vous prenez une Oyster Perpetual avec un cadran qui claque, chacun sa customisation, c'est pas le même prix, c'est pas le prix d'une paire de chaussettes. Ah non, c'est pas tout à fait alors ça. Combien de temps tu l'as attendu ? Écoute, donc juste pour être clair, vraiment, donc
liste d'attente, la personne qui travaille donc chez Time Connection contacte, bon, il est en face, hein, mais il lui envoie un mail, plus il l'appelle pour dire monsieur aimerait être sur la liste d'attente, son collègue du corner, parce qu'ils ont un vrai corner, le page Rolex. Donc ok, ils prennent note, etc. Une fois j'ai rappelé pour prendre un peu des nouvelles, et puis une fois on m'a contacté pour me dire écoutez monsieur, c'est bon, là la montre est commandée pour vous. Je crois de mémoire que j'ai laissé un acompte. J'ai eu effectivement tout un... T'avais laissé un acompte ? J'ai laissé un acompte à partir du moment où on m'a dit effectivement, là, la montre, c'est sûr que vous l'aurez. Mais il n'y avait pas de délai. Alors, ils indiquent toujours un délai entre temps et temps, okay. Mais j'ai vraiment senti, déjà j'ai senti que c'était très sérieux pour le coup, on ne m'a pas trimballé. Et effectivement, je dirais 9 mois, je ne sais plus trop, presque un an. Allez, on va dire un an. C'est intéressant, intéressant ce que tu partages, parce que là, ça revient presque à dire que tu as fait une commande. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Ouais. Et j'ai senti aussi qu'on ne me baladait pas, on n'avait pas à me dire oui, mais bon, voilà. Là, quand à un moment donné, on m'a dit effectivement, elle est commandée. D'ailleurs, j'ai reçu tout un papier. Donc, j'ai fait un acompte. Et ben voilà. Et donc, elle est arrivée un peu moins d'un an. Ben, je trouve ça pas mal parce que y a des gens, moi, je lis comme ça sur YouTube, sur Internet, enfin un peu partout. Il y a des gens qui l'attendent encore au bout de 3 ans. Donc j'étais super content. Puis j'ai surtout trouvé que là, pour le coup, le discours m'a pas baladé. Voilà, bref, j'étais super content. Et pour la petite histoire, c'est pas que je l'avais un peu oublié, mais comme ça, un soir, en discutant autour d'un bon repas avec un collègue, on parlait de montre, et je sais pas pourquoi, je regarde mon téléphone, je regarde les messages que j'ai reçus. Il y en a un que j'avais reçu depuis une semaine. Ouais. Je l'écoute. J'étais en face de lui, je l'écoute comme ça, bon. Et ben, en fait, c'était Lepage qui me disait que ma montre était arrivée. Ouais, voilà. Donc elle a failli te passer sous le nez. Ah non, tu laisses un acompte, elle est à toi. Non, je sais bien, c'est pour ça que je le dis. Ouais. Mais est-ce que tu avais déjà ouï dire de cette logique où tu as presque une commande, entre guillemets ? Pas du tout. Ouais. Parce que là, ça change tout. Tu as une commande, tu as un reçu. Ah ouais. Ils ont encaissé. Bien sûr. Tu vois, donc mécaniquement, c'est super rassurant comme mécanique, mais on pourrait presque se poser la question, est-ce que ça, c'est pas l'illustration, au-delà d'une professionnalisation de ce qu'on appelle dans les grandes lignes la liste de souhaits, la liste d'attente, le truc, le machin, je veux dire, c'est pas un produit d'un assureur, hein, une liste d'attente, tu vois, c'est juste une façon de dire, bah, écoutez, on n'en a pas, on va prendre vos coordonnées. Là, verser un acompte, on s'approche d'une notion de commande, donc ça veut dire que quand il y a une commande, c'est qu'on te dit ça va durer X temps, comme quand tu commandes une bagnole. Exactement. Et qu'on te dit elle va arriver dans 4 mois, mais au bout de 3 mois, on te dit on a un léger retard, ce sera plutôt 5 mois. T'as commandé, donc tu sais que tu auras, ce qui n'a rien à voir avec l'incertitude d'un jour peut-être où on me prend plein de truffes. Ouais. Moi, personnellement, j'ai vraiment... Tu l'as pris comme ça ? J'ai apprécié. La seule chose, quand même, on peut se dire, finalement, il y a tant d'euros qui dorment, et c'est quelque part une trésorerie pour... mais sincèrement, je pense que... Ouais, mais ça fait partie du jeu. Du jeu mais en tout cas, j'ai vraiment ressenti que je l'aurais, il n'y a pas de souci. La seule crainte, le seul cas où je ne l'aurais pas eu, c'est si elle était sortie de collection, ou voilà. Voilà. Mais sinon, j'étais sûr de l'avoir. Et la preuve, c'est que je l'ai eu. Et dans des délais qui sont, que je qualifierais d'acceptables par rapport d'une part au marché et de la demande, parce que c'est la verte, elle est extrêmement demandée. Hein. Sachant qu'il y a des couleurs qui ont disparu du catalogue, alors je ne parle pas de la Tiffany, bon, enfin, même à son prix normal, moi, je ne l'aurais pas acheté. Voilà. La rouge, la jaune, chacun son truc. Exactement. On voit bien les autres marques qui réagissent derrière à sortir des cadrans de couleurs comme ça. Non, mais ils drivent les choses. Ils ont démarré sur du pastel, ils sont sur du flashy, ils vont peut-être faire autre chose, ils vont peut-être arrêter tout ça. Ce sera bientôt Watches and Wonders, on verra bien. Dernier sujet sur toute cette logique-là, c'est que tu as démarré donc avec une OP 39 il y a presque 15 ans. Que tu as négocié. Après, on est rentré dans un monde ultra spéculatif de il n'y a rien, liste d'attente, truc, machin, etc. Là, il y a toujours des listes d'attente, mais qui potentiellement se réduisent, voire qui se transforment en acompte, etc. Comment tu lis ça, toi, finalement, parce que tu as du recul, justement, après toutes ces années,
Parce que payer un acompte à un AD, ça consiste à dire que tu vas pas aller à Dunkerque, c'est quand même pas très loin de Lille. Tu vas pas aller au Touquet, c'est pas très loin de Lille, bon c'est la même maison, mais tu vas pas aller, je fais un aller-retour à Paris et je vais chez Bucherer, chez Ergon, chez La Saussois, etc. Tu vas pas aller te faire mettre sur liste pour ce modèle-là, alors que tu as versé du fric. Exactement. Donc, est-ce que ça, c'est pas la signification que, en fait, ils étaient sûrs de l'avoir? Et donc, ça s'appelle pas commande, mais en fait, c'en est une. Et que donc, les listes d'attente sont en train de pas disparaître, et je pense que ça disparaisse ou pas, entre guillemets, ça, l'histoire le dira, mais ça assainit la relation entre celui qui a envie d'une montre et celui qui la vend. Moi, je trouve ça, théoriquement, tout le monde est content derrière. Moi, je trouve ça bien mieux, rassurant. Et puis, je trouve ça effectivement, je trouve ça un peu triste à un moment donné de prendre sa voiture, les coups de téléphone, un mail type envoyé à toutes les bijouteries de France, Rolex, pour demander. Enfin, je trouve que ça perd un peu de son charme, je trouve, parce qu'il y a un côté très mécanique en fait à aller essayer d'avoir une montre. Alors après, ça discrédite le produit. Je ne sais pas si ça discrédite le produit, mais en tout cas, un moment ou un autre, moi je trouve que ça discrédite le plaisir peut-être de l'attente, mais aussi de l'image qu'on se fait pour avoir une montre. Moi je suis capable d'entendre qu'effectivement il y a des délais pour avoir une montre. Par contre, se faire balader, effectivement, quand je vois qu'il y a des gens, ça fait 3 ans qu'ils sont sur liste d'attente pour telle ou telle montre, là, je trouve que on dépasse un peu l'entendement. Et là, je me dis, il est où le plaisir, en fait? Là, 3 ans, c'est pas... Là, forcément, je pense que tu l'as pas vu, mais il y a la vidéo de Vivien où il a acheté énormément de montres, etc. Et en fait, à force d'aller à droite, à gauche, etc., et finalement, au départ, il avait une relation quasiment fusionnelle et locale avec un AD de proximité qui n'a plus eu la marque qu'il voulait, et puis s'est retrouvé en fait à se balader avec plaisir pour aller acheter des montres et finalement se dire mais en fait je me fais balader et à un moment ou un autre ça l'use et il est passé au vintage. Ouais, mais ça se comprend. C'est une autre façon de voir le truc. Tu sais que forcément je repars avec l'une des montres des invités. Alors la question c'est laquelle je préfère et puis après laquelle tu serais prêt de te séparer. Je les ai essayées là, tu vois vraiment les deux là. Et je crois que je préfère la verte, je crois que je préfère la Oyster perpétuelle, je ne sais pas pourquoi. Et j'arrive pas à m'expliquer un sujet, comme je disais tout à l'heure, 36, pour moi, sur ce type de boîtier, c'est un peu petit. Je trouve que la verte, taille plus grand. Mais j'arrive pas, je me dis, mais attends, je regarde, c'est quasiment le même boîtier, c'est la même épaisseur, c'est le Xavier, truc. À quoi c'est dû, ça, explique-moi. Moi, je dis que tu as des très bonnes lunettes, déjà. Ouais. Ah, c'est bonne ou belle? On va dire les deux. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se prennent la tête, entre guillemets, à mesurer, etc. Il y a pas mal, vous trouverez ça sur YouTube, mais l'Explorer, suivant comment on la mesure, est un peu plus petite que 36 mm. Elle ferait 35,5 ou 36,6, etc. Il y a ça. Attends, je vais aller chercher le demi-millimètre avec la loupe magique. Et une deuxième chose, c'est qu'effectivement, comme on est sur un bracelet sur l'Explorer de 19-14, alors que l'autre, elle est en 20-15, mécaniquement, ça la rend plus fine et donc plus petite, l'Explorer. Donc, c'est pas étonnant que tu la trouves un peu plus petite. Je suis d'accord. Est-ce qu'on est d'accord quand même que sur le boîtier, c'est pas tout à fait la même chose, mais on est quand même très proche. Hein. Ça se joue à pas grand-chose. Hein. Mais ça vient du fait que, à part le cerclage de lunettes, enfin la lunette, puisqu'il n'y a pas d'insert, hein, c'est une lunette qui est en polymiroir, le reste est intégralement brossé. Et ça, pour le coup, ça j'aime. Là où j'y arrive pas avec la Datejust, c'est qu'il y a, même avec la lunette lisse, bracelet Oyster avec maillon central en polymiroir et un petit chanfrein. Voilà ce que j'ai beaucoup de mal avec les polymiroirs et tout ça. En fait, ce que j'adore dans l'OP verte et que je trouve qui différencie, c'est qu'elle est plus classe. Elle a un côté chic sport, alors que l'autre elle est sport chic. Donc c'est subtil les mecs. Hein. Je veux dire, bon après on va vraiment faire l'émission Le Divan, il va s'expliquer sur tout ce qu'il nous raconte parce que le chic sport c'est pas la même chose que le sport chic. C'est la punchline de cette vidéo. Non mais j'ai une question pour toi, c'est-à-dire que là tu viens de dire un truc en fait qui fait que tu l'adores, cette verte, mais en fait que celle que tu adores quand même c'est la... je veux dire, on n'en sort plus, quoi. Si t'adores les deux, avec laquelle je vais repartir, moi. Ben justement, l'idée, c'est que je repars avec les deux. Ah, la vache! Allez, avant de terminer, tu as parlé tout à l'heure de
d'une prochaine montre qui serait une Panerai Luminor. 40, pardon, avec l'accent. Ouais. Justement, donc en fait, c'est la petite Panerai Luminor. Parce que Panerai, t'aimes le design et tout ça, mais quand on a essayé une en 44, 46, 40 trucs, tu te dis c'est pas possible. Ouais. Alors c'est même tout jeune, ado, on va dire, c'est la première montre que j'ai vue, j'ai fait waouh, c'est magnifique cette montre. J'adore son côté justement sport chic, parce que c'est une grosse sportive, baroudeuse, mais avec le bracelet croco, je trouve que c'est magnifique. On met un rubber et là tout d'un coup on a une plongeuse, je trouve qu'elle fait tout, elle est ultra classe. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Alors, la 40, elle est sortie alors, c'est la Luminor. Elle est sortie en 3 couleurs. La blanche, la noire mat et la bleue, bleu profond soleillé. J'hésite beaucoup entre comment dire, la bleue et la noire. Voilà, donc je sais pas encore. Et oui, effectivement, le fait qu'elle soit passée en 40, je trouve, et je l'ai essayé, et je trouve, elle est hyper confortable. On est sur quel budget? On est à 10 000 balles? Non. Non, elle est à 7 900. C'est bientôt les 10 000. Ouais. Faut pas que tu tardes. Ouais, alors je vais économiser. Tu vois pour quand? Je sais pas. Après, il faudra que je revende une montre de ma collection parce que j'ai pas là les finances pour voilà. Donc ça, je l'ai déjà identifié. Et puis après, je vais économiser, etc. Je me donne pas de délai. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Est-ce que quelle est la j'ai pas de Panerai, les amis, c'est pas ma spécialité. Si vous avez une Panerai ou une Curenta ou une autre, la Mare Nostrum par exemple, c'est ma préférée. Je crois qu'ils l'ont ressorti. C'est pas la montre préférée, loin de là, des Paneristi. Est-ce que je l'aime parce qu'elle ressemble finalement pas à une Panerai? Je sais pas. Moi, en tout cas, c'est ma préférée. Donc, si vous avez des Panerai, les amis, c'est le moment. www.davichus.com/Panerai ou avis Panerai. Vous verrez, vous tomberez sur la plateforme. Ce que j'ai envie de dire là-dedans, c'est que on est à moins de 8000 balles. Ouais. Tu vois. C'est une marque qui est assez dépendante de son gros blockbuster en fait, qui est la Luminor. Ouais. La Radiomir est magnifique aussi. Hein. Voilà, mais qui est quand même un peu moins connue, même si elle est plus historique, on va dire. Est-ce que là, ton objectif, c'est d'ouvrir vers de nouvelles marques? Oh, mais je suis déjà ouvert vers de nouvelles marques. Hein. Oui, non, mais je sais bien. Mais c'était pas le sujet de la conversation aujourd'hui, mais t'as pas de Panerai. Non. Ouais. Mais en fait, c'est un truc qui te trotte dans la tête depuis longtemps. Ah, depuis toujours. Ouais. Simplement, et le déclencheur, c'est qu'effectivement, moi j'ai un poignet de 17,5, j'ai essayé des Panerai. Bon, même si on dit qu'effectivement l'ADN Panerai, et c'est vrai que c'est plutôt des montres imposantes, etc., une 44, une 45 sur mon poignet. Enfin voilà, moi, ça me parle pas. Oui. Ça ne te parle pas, toi. Par contre, il y a des gens qui ont des poignets similaires aux tiens, plus petits, qui aiment avoir des grosses montres. Et moi, je dis toujours à ça, si vous trouvez que le gars, il a une montre qui est trop grosse, regardez comment vous êtes. C'est sapé, les mecs. Regarde ta coupe de cheveux, mon pote. T'es ridicule. En fait, et chacun porte ce qu'il veut. Donc, les histoires de bracelets, poignets, contenu, taille contenu, machin, etc., c'est du pipeau grave de youtubeurs qui essayent de vous placer des trucs. Je veux dire, si vous aimez les petites montres ou un petit ratio sur votre poignet, qu'il soit gros, il soit petit, vous faites ce que vous voulez, chacun son style. Toi, on voit bien que tu es à la recherche d'une montre ou d'un produit que tu portes à ton poignet qui se voit, dont l'une des caractéristiques, c'est la discrétion. Ouais. Parce que là, on a deux montres discrètes. Et l'exubérance, il faut aller la chercher. Ouais. Les différences, il faut aller creuser dans le truc, il faut se renseigner. Donc, c'est pas accessible à tout le monde en se disant « Waouh, la montre qui claque, qui pète, qui truc », parce que tu ne veux pas de ça, toi. Toi, ce que tu veux, finalement, c'est garder un peu tout ça comme un secret. En fait, moi, c'est... Toi, tu sais ce que tu as et les autres ne savent pas forcément. Exactement. Moi, c'est vraiment l'émotion que je peux avoir quand je la regarde. Et moi, je me dis toujours, la plus belle montre que je puisse avoir, c'est cette fameuse montre où on la regarde tout le temps, mais on ne sait jamais l'heure. Et le nombre de fois que je regarde ma montre, c'est pas pour savoir l'heure, c'est incroyable. Et des fois, je me dis, mais au fait, quelle heure il est ? Et je trouve que voilà, une montre, moi, c'est une émotion personnelle. C'est pas forcément une émotion que je cherche à envoyer aux autres. Donc la montre, elle est vraiment faite, c'est vraiment pour moi. Donc voilà. Donc effectivement, moi, je suis très sensible à comment elle pose sur mon poignet, à
à la photo que je vais avoir avec mes yeux sur... On s'est encore régalé, les amis. Si vous voulez participer, il faut que vous créiez un compte sur la plateforme, sur www.dailyshoes.com. Vous partagez un ou plusieurs avis dessus sur la montre dont vous voulez parler sur la chaîne. Après, vous me contactez sur guest@dailyshoes.com, GUESTS. Vous me mettez vos coordonnées, on en discute, on voit ce qu'on peut faire, etc. Mais la première étape, c'est que vous participiez à la plateforme, puisque vous voyez bien, en fait, qu'il y a une petite graine qui a été posée dans la tête, dans les yeux, dans l'âme, dans la tête de Jean-Louis, avec cette Panerai. Ah oui. Dommage, elle est magnifique, mais elle est trop grosse. 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, Panerai se décide à faire des plus petites montres pour toucher une nouvelle clientèle. Ça excite, ça énerve les panéristes historiques, mais ils vont chercher au-delà de leur zone de confort. Et ça, c'est fantastique. Donc en fait, comment vous allez identifier cette future graine ? Rendez-vous sur www.dailyshoes.com avec des milliers d'avis sur quasiment 400 marques et 1200 modèles, ça ne cesse de grandir, pour identifier des montres et comprendre des tranches de vie. Et là, vous allez vous dire, why not cette montre ? Vous n'en avez pas les moyens, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mais collectivement, on progresse. Merci Jean-Louis. Merci beaucoup Xavier pour l'invitation. Salut les amis, à bientôt, ciao ciao. Ce programme vous est présenté par Daily Shoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre.